m'appelle Ophélie Maillard, je suis consultante et chef de projet au sein de 2 agences. Une agence qui s'appelle Agence MBA et une agence qui s'appelle Superfool. Ça fait 7 ans que je fais partie des agences, autant de temps que je suis adhérente du SPN. Et on a un positionnement d'agence 360, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'ensemble des domaines de la communication, hormis l'événementiel. Mais voilà, ça va du conseil en stratégie au développement de site internet, en passant par le media planning, la création d'outils graphiques avec notre studio, la gestion de campagne web marketing, le community management, des projets d'influence, du contenu, rédaction de contenu. Voilà, un spectre assez large. C'est pour ça aussi que je vais pouvoir vous parler de tout un ensemble d'outils qui sont intéressants. Avant de démarrer sur les outils, vous allez voir, je ne vais pas vous parler d'outils tout de suite. Je vous ai dit que nous, on était spécialisés en conseil en communication. Et en fait, avant de parler d'outils, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser dans sa stratégie de communication pour trouver les outils appropriés auprès de nos publics. La première question à se poser, c'est pas une maison que ça ne marche pas. La première question à se poser quand on veut se lancer en communication, c'est de savoir pourquoi on veut communiquer. Qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? C'est bien beau de communiquer, c'est bien beau d'avoir un beau site internet ou d'avoir une belle plaquette, une belle carte de visite, mais si ça ne sert à rien et qu'on ne sait pas à quoi ça sert, c'est pas très utile. Donc là, il est question de définir ses objectifs et ses enjeux en matière de communication. Ils peuvent être ultra variés. Il y a autant d'objectifs qu'il y a de projets, finalement. Je vous ai mis une petite liste ici, hein, mais vous verrez à la fin quand on échangera, parce qu'il y en a pas d'autres qui peuvent en sortir. Bon, on peut vouloir communiquer pour développer la notoriété de sa société, de son activité, de sa marque. On peut vouloir communiquer pour vendre des produits en ligne, parce qu'on est un commerce en ligne. On peut vouloir communiquer pour trouver des partenaires sur un projet. On peut vouloir communiquer pour percer le marché international, pour développer son réseau, pour augmenter la fidélisation de ses clients. Bref, il y a autant d'objectifs que de projets. L'idée, c'est vraiment bien identifier vos objectifs prioritaires en termes de communication, puisque derrière, bonjour, puisque derrière, on ne déploiera pas les mêmes outils s'il est question de faire la promotion d'une boutique en ligne, par exemple, ou s'il est question de créer ses premiers outils pour avoir une identité autour de sa marque. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est plus flagrant. Une fois qu'on a défini ses objectifs et ses enjeux en matière de communication, il va falloir savoir auprès de qui on souhaite communiquer. Alors, ça peut paraître assez facile, hein. On se dit, je ne sais pas, moi, je développe une activité de design d'intérieur. Ok, on passe à la destination des particuliers. L'objectif, c'est d'aller un peu plus loin que ça. C'est d'identifier quelles sont vos cibles et quelles sont les habitudes de communication et de consommation de ces cibles. Il y a un terme un peu barbare, entre guillemets, dont on parle souvent, ce sont les personas. Les personas, c'est quoi? C'est 2 sortes de personnages fictifs qu'on définit dans sa stratégie de communication et qui font état d'un profil type de nos cibles à travers lequel on va décrire, si c'est un professionnel en grand public, évidemment, mais on va aussi décrire des critères socio-démographiques qui peuvent être l'âge, peuvent être une catégorie socio-professionnelle, peuvent être une zone géographique. Et l'idée, ça va être d'identifier ces profils-là, parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas communiquer de la même manière à une personne de 20 ans qu'à une personne de 70 ans, suivant son activité. Au-delà de ça, il y a des habitudes de communication. Je reprends mon exemple d'une personne de 20 ans et d'une personne de 70 ans. Voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes usages dans leur vie quotidienne, d'outils numériques ou de tout un tas d'autres outils. Et donc ça, il faut savoir l'identifier, parce qu'on peut avoir une activité qui concerne un spectre très large en termes de tranche d'âge, mais les outils qu'on va déployer à destination de ces personnes-là ne seront pas les mêmes en fonction de leur profil. Et puis, on cherche aussi dans la définition de ces personas à identifier quelles sont les problématiques que ces personnes peuvent rencontrer. Donc, typiquement, on a ces notions, par exemple, de fracture numérique, où peut-être que tout le monde n'a pas accès aussi confortablement que nous à une bonne connexion Internet, à un téléphone qui fonctionne bien ou un ordinateur qui fonctionne bien. Et donc, ça, il faut prendre en considération quand vous allez réfléchir à vos outils, puisque ça va être essentiel pour aller toucher aussi. Donc, il y a les objectifs d'un côté qui sont les vôtres, en termes d'objectifs de communication et d'enjeux vis-à-vis de votre stratégie d'entreprise. Et puis, il y a de l'autre côté les cibles à identifier et à connaître, presque sur le bout des doigts, j'ai envie de dire, hein, pour bien savoir comment communiquer.
Il y a une troisième étape. On a identifié nos objectifs, on a identifié nos cibles. Il faut savoir ce qu'on veut leur dire. Qu'est-ce qu'on va leur raconter pour pouvoir faire la promotion de notre activité. L'idée, c'est de définir ce qu'on appelle, nous, en matière de communication, votre proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est quoi, finalement? Eh bien, c'est le positionnement que vous avez adopté à travers votre activité, votre service ou vos services que vous déployez. Les bénéfices de votre produit ou de vos services, qu'est-ce que ça va apporter à mes clients, à ma cible, et puis votre promesse. Ça, c'est des choses qui sont un peu essentielles quand on crée une marque. C'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on souhaite retranscrire à travers cette marque en matière d'ADN. Et ça, c'est autant de messages forts que vous allez communiquer demain à travers vos outils auprès de vos cibles. Et ça définit finalement votre discours de communication. Alors, il peut y avoir plusieurs axes dans votre discours de communication, ce n'est pas gênant. Le tout, c'est d'être bien au clair sur les principaux arguments pour pouvoir les mettre en avant correctement sur les outils. Avec ce que je viens de vous raconter, on a défini les bases de votre stratégie de communication. Pour rappel, les objectifs d'un côté, les cibles de l'autre, et puis, qu'est-ce que vous allez leur raconter à ces personnes-là? Quelle est votre proposition de valeur? Nous, on a pour habitude, quand on travaille sur la définition de stratégie avec des clients, de faire un petit schéma tout simple. Je vais juste poser ça. En fait, on a d'un côté, nous, notre entreprise, notre proposition de valeur, nos objectifs, puis on a de l'autre, je ne sais pas si c'est bien visible, on a de l'autre nos cibles. Et donc, en définissant correctement ces deux cercles, au milieu, à l'intersection, on a ce qu'on appelle une zone d'écoute. Et la zone d'écoute, c'est là où vous serez audible, une fois que vous aurez défini les premiers paramètres que je viens de vous expliquer, c'est là où vous serez audible par vos cibles et par vos publics, et où potentiellement, du coup, vous aurez un succès en matière de communication auprès de votre audience. Une fois qu'on a défini ces éléments-là, finalement, on va chercher à savoir comment on atteint ces objectifs et comment on peut toucher cette audience. Je ne sais pas si ça vous parle, cette notion de tunnel de conversion en matière de stratégie. Non? Ça vous parle? Ouais. Ouais, ok. Ça vous parle, vous? Non. Non? À distance, est-ce que ça vous parle si quelqu'un veut activer son micro? Non, du tout. Ok, ça marche. Merci, Louise. Ça peut aller à certaines autres personnes? Non? Bon, ok. Je vais vous l'expliquer, ça tombe bien. Le tunnel de conversion, de façon simple, c'est la schématisation du parcours d'achat que vont devoir réaliser vos clients pour passer d'un état qu'on appelle prospect, donc quelqu'un qui n'a pas encore acheté vos produits ou vos services ou souscrit à vos services, à un état de client fidèle. C'est bien ce qu'on recherche tous dans le spectre de nos activités, c'est d'avoir des clients et si tentés, ils peuvent être fidèles, ce sera encore mieux. Il existe plein de modèles différents de tunnels de conversion. Je vous laisserai faire l'exercice au sortir de ce déjeuner. Il en existe plein des modèles. Je ne vais pas vous noyer à travers tous les modèles qui existent parce que finalement, ça n'a pas trop d'utilité. Mais il y a des étapes à définir pour construire ce tunnel de conversion. Je vous ai mis un exemple ici que moi je trouve assez parlant. Vous voyez, là, il y a 4 étapes qui sont identifiées dans le tunnel de conversion. On a une première étape de notoriété, visibilité. Donc, c'est un petit peu le haut du tunnel. On va chercher à se faire connaître, à être visible auprès de notre cible, à faire connaître nos produits ou nos services auprès de personnes qui ne nous connaissent pas ou peu. On a une étape d'en dessous, on baisse un peu dans l'entonnoir dans le tunnel de conversion, qui est l'étape de découverte, considération. Là, on a des personnes qui, finalement, ont découvert notre activité, notre projet, et puis qui commencent à exprimer de l'intérêt pour cette activité, pour ce projet. Ils ne sont pas tout à fait clients encore, on va dire qu'ils sont prospects qualifiés. On a une étape de conversion ensuite. La conversion, clairement, c'est la vente. Que ce soit une société de service ou la vente de produits, c'est l'étape clé qu'on cherche tous à optimiser. L'objectif ici, c'est de concrétiser l'achat. Voilà. On s'est fait connaître, on s'est fait découvrir. On obtient de la considération pour nos produits et nos services, et le client achète.
Là, on est arrivé à une étape un peu ultime pour tout lancement d'activité. OK, on a obtenu nos premiers clients. Ces premiers clients, l'objectif, c'est de les fidéliser. Les fidéliser, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'ils achètent tous les mois vos produits ou vos services. Ça peut aussi être un client qui est très satisfait de ce que vous lui proposez et qui, du coup, devient ce qu'on appelle prescripteur de votre service ou de votre produit et qui va avoir un pouvoir de recommandation auprès de son entourage, de personnes qu'il connaît, et ça ne fait du coup qu'accroître la notoriété du haut, et donc c'est entre guillemets une chaîne un peu sans fin en termes d'étapes pour nourrir ce tunnel de conversion. Gardez à l'esprit que voilà, il faut bien définir ces différentes étapes avant de se lancer dans la construction des outils. L'objectif, ça va être à chacune des étapes d'y rapprocher des outils appropriés. Sur la partie notoriété, on peut se dire, je ne sais pas, ce que je fais moi aujourd'hui, là, typiquement, c'est de la notoriété. J'interviens auprès de professionnels qui ont un projet, qui sont en lancement de projet ou qui sont déjà installés dans leur entreprise. Moi, je communique des choses, je communique mon savoir. C'est qu'il y ait une action de notoriété, entre guillemets, pour les agences dans lesquelles j'exerce. Ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Ça pourrait être le lancement d'un site internet avec une stratégie de publicité autour de ça. Ça accroît la visibilité de mon entreprise. Derrière, quand on parle de site internet, c'est bien beau d'avoir des connexions sur le site internet. Si on est un site de vente en ligne, il faut optimiser le parcours pour que l'achat se concrétise. Donc, ça, il y a des techniques. Mais voilà, gardez en tête le tunnel de conversion. Je vous dis, vous pourrez faire l'exercice, il en existe un nombre un petit peu infini. Le tout, c'est de trouver votre tunnel de conversion à vous. Bien évidemment, inspirez-vous de ce qui existe sur le web. Il y a déjà des choses qui sont très bien faites en termes de modèles et il faut le calquer pour correspondre à votre activité. Une fois qu'on a fait ça, on a défini une stratégie, on a identifié quel était notre tunnel de conversion ou nos tunnels de conversion d'ailleurs, parce qu'on peut avoir plusieurs tunnels de conversion si vous êtes une société qui, je ne sais pas moi, commercialise une multiplicité de services qui s'adressent à des cibles différentes, vous allez avoir potentiellement 3, 4 tunnels de conversion pour commercialiser vos services. Une fois qu'on a fait ça, eh bien là, on va parler des outils, des canaux d'acquisition que l'on doit mettre en place à chaque étape de notre tunnel de conversion. Ces canaux d'acquisition, il n'existe pas une bonne réponse, il existe autant de bonnes réponses qu'il y a de projets. S'il y a un truc que vous devez retenir de ce midi, c'est que vous n'aurez potentiellement pas, et ça, personne ne peut vous le garantir, la bonne stratégie dès le départ, le bon outil dès le départ où ça va développer toute votre activité. Il faut avoir une approche qu'on appelle agile, il faut tester, il faut mesurer les résultats pour adapter au fur et à mesure vos outils au regard de votre stratégie. Ça, c'est vraiment essentiel. Nous-mêmes, en tant qu'agence de communication, je vous le disais au départ, on se re-questionne constamment sur nos stratégies de communication. Et pour nos clients, c'est pareil. On re-questionne de façon constante les outils qu'on déploie. Et puis, on évolue dans le temps, forcément, puisque au début, on commence par, mettre en ligne son site internet, et puis on se dit, mince, je n'ai pas autant de visibilité, étape de notoriété que je voudrais avoir. Du coup, on met en place des publicités en ligne, par exemple, et puis on se dit, ok, j'apporte plus de visibilité, mais je n'arrive pas encore à convertir les achats. Et donc là, on va déployer tout un process d'outils. Ce process d'outils, c'est là où ça peut paraître un peu inquiétant, parce qu'en fait, il en existe des milliers. Nous, on a pour habitude de fonctionner avec cet outil. C'est un truc qu'on n'a pas inventé, qui existe. On a l'habitude de fonctionner avec cette roue crantée d'outils qui sont autant de leviers qu'on peut actionner pour déployer des actions de communication. Si je les commente rapidement, on a la partie marketing viral. Donc là, on va être plutôt sur la partie digital, marketing digital. Donc ça peut être, je vous donne des exemples. On a la partie relations presse, qui est un des leviers possibles en termes de communication. Donc là, on parle de dossiers de presse, de communiqués de presse, de relations avec les médias. Si, je ne sais pas, moi, vous êtes en train de déployer un produit grand public, ça peut être intéressant. Alors après, il y a une autre question qui se pose, c'est le budget, on va en parler juste après, mais ça peut être un levier qui est intéressant. Ou alors, vous avez une activité qui est très locale, très localisée. Il y a des médias locaux qui existent, ça peut être intéressant également
pour votre stratégie. Donc, relations presse, les relations non conventionnelles, les RP non conventionnelles ou relations publiques, en fait, là, c'est tout un travail de réseau qu'on va construire autour de notre activité et ça permet d'augmenter la notoriété autour de notre projet. On a la partie SEM, donc là, c'est toute la partie des publicités en ligne. Clairement, c'est l'optimisation de son référencement à travers des publicités payantes, c'est de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est toutes les publicités qu'on peut déployer sur le web. Qui est lié, donc la publicité en ligne, c'est le display, c'est juste une autre méthode, mais gardez en tête que voilà, c'est la publicité payante sur le digital. La publicité hors ligne, donc là, on a la publicité sur le web, on a la publicité hors ligne, c'est les campagnes d'affichage, c'est de l'achat d'espaces publicitaires dans des médias, dans des magazines. Voilà, ça peut être tout ce genre d'outils qu'on peut déployer par rapport à son activité. Le référencement naturel, là c'est directement lié à votre site internet, l'objectif étant d'optimiser sans forcément payer, si ce n'est de la rédaction ou de la recommandation sur les stratégies à mettre en place, c'est l'optimisation de votre référencement naturel sur internet. L'objectif, c'est d'avoir un site qui réponde aux attentes de ses utilisateurs, d'où l'intérêt d'avoir identifié les habitudes de ces cibles juste avant, et de leur fournir du contenu qui répond correctement à leurs attentes. Et donc voilà, ça c'est tout un tas de mécaniques en termes de référencement naturel. Le marketing de contenu, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est le contenu qu'on va déployer pour optimiser cette présence. Donc là, c'est du travail clairement éditorial, de rédactionnel. Ça peut être, je ne sais pas moi, la mise en place d'un blog, par exemple, quand on parle du digital. C'est un bon moyen de faire du marketing de contenu. Ça peut aussi être, je ne sais pas moi, la rédaction d'un petit document pratique, d'un petit tutoriel. Dans le cas d'une activité de service, ça peut être intéressant pour acquérir des prospects qu'on transformera demain en clients. Les partenariats essentiels, donc ça se rapproche un petit peu de la partie relations publiques, mais là c'est vraiment la construction de partenariats privilégiés autour de votre entreprise, qui peuvent être autant de personnes qui vont recommander vos produits ou vos services. L'emailing marketing, bon ça je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, hein, une stratégie d'envoi d'emailing, soit de contacts que vous avez réussi à capter depuis votre site internet ou depuis les relations que vous tissez de façon physique, si je puis dire, ou alors de l'achat de bases de données. C'est envisageable, sachez qu'il y a tout un tas de structures qui font ça. Vous pouvez avoir des critères de ciblage très précis en fonction de catégorie d'âge, en fonction d'activité, en fonction de typologie d'entreprise. Ça, c'est des choses que nous, on met en place pour nos clients. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir cette base de données correctement qualifiée. Et puis derrière, il y a des emails qui leur sont envoyés pour faire la promotion de vos services et de vos produits. La partie influence, bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, puisqu'on verra après hein, s'il y a des activités qui peuvent correspondre avec cette stratégie, mais l'influence, c'est finalement faire appel à des profils avec un peu de notoriété, un peu de popularité sur l'univers digital et l'univers physique, et qui vont pouvoir porter votre marque pour vous et recommander votre marque. La vente directe, bon, là on est plutôt dans le cadre d'une activité avec une boutique physique et puis derrière on a l'habillage de cette boutique, comment sont disposés les espaces, c'est autant d'éléments à réfléchir en termes de vente. L'affiliation, c'est pareil, c'est un peu plus technique. Ça, en gros, vous avez votre activité, vous. C'est plutôt pour les activités e-commerce. Vous avez votre activité, vous, et puis vous devenez un peu référent dans cette activité et vous allez vous affilier à des marques. Il y a des plateformes qui existent en affiliation. Vous allez vous affilier à des marques et en fait, c'est un échange de bons procédés. Ils vendent vos produits, vous vendez les leurs et ça vous rapporte des commissions qui sont définies dans un cadre très formel, très contractuel avec les personnes qui travaillent avec vous sur l'affiliation. Et c'est un moyen de développer votre activité en termes de vente et en termes de notoriété, parce que finalement, vous associez potentiellement votre nom de structure, d'entreprise, de projet à d'autres noms qui ont eux-mêmes leur notoriété et ça vous permet de bénéficier l'un et l'autre de cette partie. L'utilisation de plateformes. Alors ça, c'est l'utilisation de plateformes, en fait, c'est des outils tierces à ce que vous déployez. Ça peut être, je ne sais pas moi, des plateformes d'avis client. Ça peut être des plateformes, je ne sais pas, vous vous lancez en tant
qu'indépendant dans une activité de design, par exemple. Vous avez des plateformes qui existent, qui regroupent tout un tas de personnes dans ce secteur d'activité et qui peuvent vous mettre en avant. Le développement d'outils gratuits, ça j'en parle pas trop, mais ça peut être intéressant quand vous voulez faire tester une solution avant que la personne accède à votre produit de façon payante. Ça peut être une petite version démo. Vous le mettez à disposition gratuitement, mais dans des fonctionnalités très restreintes, et ça donne envie finalement à vos prospects de passer à l'action d'achat. Les salons professionnels. Bon, là, je pense que c'est clair, mais voilà, c'est des salons sur lesquels vous participez pour faire la promotion de vos produits, de vos services. Les événements et meet-up qui rejoignent les salons professionnels, mais ça peut être aussi tout simplement le fait, non pas d'être exposant, mais de participer à des événements et du coup de construire le réseau qui s'y attache. Speaker, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous devenez intervenant sur des événements, sur des thématiques, voilà, et ça augmente la notoriété de votre entreprise. Et la création de communautés. Donc là, on est vraiment sur la partie réseaux sociaux principalement, même si on peut monter des communautés autrement, mais aujourd'hui, c'est plutôt cette partie-là qui fonctionne bien. C'est comment on arrive à construire et animer une communauté sur les réseaux sociaux en parlant de son activité, en répondant à des problématiques de nos clients, en partageant le quotidien de ce qu'on fait. Enfin, voilà. Et on arrive à créer une communauté qui, dans le temps, finit par avoir du poids, et c'est autant de clients ou prospects potentiels qui font partie de cette communauté qui vont vous permettre de développer votre activité. Il y a plein d'exemples différents de stratégies, il y a plein d'exemples différents d'outils qu'on peut déployer à travers tout ça. La liste, elle est non exhaustive, elle pourrait être très 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 longue. À travers cette roue, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous lancez une activité, il est hors de question pour vous de déployer tout ça dès le départ. Pas du tout ça la question. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai défini mon tunnel de conversion. Qu'est-ce que je vais pouvoir mobiliser comme outil et à quelle étape? Et c'est là où je vous disais, il faut tester. L'idée de cette roue, c'est d'en sélectionner 3, 4 qui vous correspondent à une étape de votre tunnel de conversion. De les travailler à fond, de mesurer les résultats que vous obtenez à travers, je ne sais pas moi, la création d'une plaquette, par exemple, que vous distribuez, de mesurer les résultats. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mesure des résultats, elle est quand même beaucoup plus simple sur l'environnement digital que sur des outils papier, physiques, mais vous pouvez aussi, à travers une plaquette, constater une augmentation du nombre de connexions sur votre site internet. Voilà, tout est lié, il faut réussir à mesurer tout ça. Et donc, on en sélectionne 4-5 maximum. On se définit une période où on est capable de se dire j'attends, je ne sais pas moi, 3 mois, 4 mois, 6 mois, en sachant qu'il y a des outils qui mettent plus de temps que d'autres à fonctionner. Et au bout de cette période-là, eh ben, on va chercher à comprendre quels sont les outils qui ont le mieux fonctionné. Et comme ça, on rétrécit le spectre de nos outils qui fonctionnent bien et on mise exclusivement sur cela pour développer son activité. Si elle se trouve, vous allez en sélectionner 4-5 au départ, qui ne vont peut-être pas du tout fonctionner. Il y en a qu'un qui va fonctionner. Vous gardez celui-là, vous gardez cet outil-là, vous l'optimisez, et puis vous déployez une autre stratégie de test où vous allez retester 2 outils, 3 outils dans la stratégie pour pouvoir construire finalement les outils qui marchent le mieux pour vous. Une question essentielle que tout entrepreneur, tout porteur de projet doit se poser, et j'ai envie de dire même avant tout ce qu'on vient de parler, c'est le budget. Qu'est-ce que vous pouvez allouer à la partie communication, marketing autour de votre projet? Parce qu'évidemment, si en démarrage d'activité, je prends des chiffres au hasard, mais on peut se dire, bon, bah, j'ai 1 000 €, ce ne sera pas du tout la même stratégie que si vous en avez 10 000, ou 15 000, ou 20 000, ou 500, peu importe. Mais l'idée, c'est de définir ça pour pouvoir déployer les meilleurs outils au regard de son budget et par rapport aux objectifs qu'on se fixe. L'intérêt de définir son budget approximativement dès le départ, c'est aussi de caler les objectifs en fonction de ce qu'on est capable de déployer d'un point de vue financier, évidemment. Sachez que, en tant que porteur de projet, en lancement d'activité, c'est des éléments qu'il faut discuter avec les organismes bancaires, mais il y a des éléments de communication qui ne passent pas forcément dans les frais directement, mais qui peuvent passer en amortissement.
Et donc ça, c'est des choses que peu de personnes en tant que porteurs de projet connaissent. Ce pas souvent des choses que les banques mettent en avant. Nous, à l'agence, quand on accompagne des porteurs de projet, c'est ce qu'on leur dit. Faites le point avec votre conseiller bancaire, voyez ce qui peut soit passer en amortissement ou en frais. La création d'une marque, par exemple, un logo, ça peut passer en frais amortissables. Et donc, du coup, ça peut aussi vous permettre de répartir autrement votre budget. En tout cas, c'est un point essentiel qu'il faut penser dès le départ. Et puis, il y a une autre étape indispensable. J'ai parlé tout à l'heure de tester et de mesurer les retombées de vos actions. Eh bien, c'est de mettre en place des outils d'analyse et de mesure de vos résultats. Pour les plus connus sur les sites Internet, c'est la mise en place d'un Google Analytics, et vous avez aussi toutes les statistiques qui sont délivrées quand vous créez des comptes sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi le fait de comptabiliser le nombre d'appels entrants que vous recevez ou le nombre d'emailing. Quand vous déployez une stratégie d'envoi d'emailing, les outils vous permettent de savoir combien de personnes ont ouvert cet email, combien de personnes ont cliqué sur tel lien, etc., etc. Et donc ça, c'est fondamental avant de lancer sa stratégie, si je puis dire, de mettre en place ces outils pour mesurer dès le départ quelles sont les retombées et axer ensuite le meilleur ou les meilleurs outils à consolider dans la stratégie. C'est une présentation assez globale que je viens de vous faire, parce que c'est toujours compliqué de faire une présentation ultra personnalisée quand on ne connaît pas les projets qu'on a en face de nous. Je vous disais que la présentation n'allait pas être très longue, que l'idée, ça va être d'échanger autour de vos projets. Et c'est ce que je vous propose à partir de maintenant. L'objectif, on ne va peut-être pas pouvoir faire le tour de tous les projets. Je m'en excuse par avance pour ceux qui sont également à distance, mais on va échanger. L'objectif, c'est peut-être de voir où vous en êtes déjà par rapport à votre projet. Est-ce que vous avez bien pensé vos objectifs? Est-ce que vous avez bien pensé vos cibles? Est-ce que vous savez ce sur quoi vous voulez communiquer? Et puis, quels sont les premiers outils que vous avez peut-être commencé à tester ou que vous envisagez de tester pour déployer votre stratégie de communication? Je ne sais pas qui veut se lancer. C'est vrai que j'ai discuté avec 2 personnes présentes dans la salle. Je connais l'activité. À distance, pas trop. Donc, c'est peut-être l'occasion, juste rapidement, en 30 secondes chacun, de vous présenter et puis de dire dans quelle société ou quel projet vous travaillez. Louise, pour ne pas vous désigner, parce que vous avez déjà parlé tout à l'heure, si ça vous... Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis chargée de communication donc pour une association, donc c'est un peu différent, mais voilà, je voulais, quand même participer à ce live pour, il y a toujours des bonnes, informations à prendre. Donc c'est l'association CAPé à Poitiers, donc on est un réseau d'acteurs qui, œuvrent, pour l'emploi et l'entraide, donc sur le territoire de Grand Poitiers. Ok, ça marche, top. Super, merci Louise. On reviendra peut-être après parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant, c'est différent. On est dans le spectre des associations et non plus d'une entreprise. Et donc, effectivement, la stratégie s'ajuste, même ça vous devez le savoir en tant que chargé de com. Je pense que vous travaillez largement sur le sujet. C'est ça, merci beaucoup. Merci Louise. Nelly. Est-ce qu'on a Nelly au bout de l'appareil? Tu vois quelque chose ou pas? Non? Ok. Bon, c'est pas grave. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je n'ai pas les noms qui suivent, donc n'hésitez pas. Oui, moi, je veux bien prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je porte un projet qui s'intitule À fleur de peau. Je produis et transforme des fleurs médicinales comestibles à Bonn, dans une ferme dans laquelle j'habite et que je rénove depuis 2018. Et le projet est de transformer ces fleurs médicinales comestibles en tisane, en rhum, en gelée, en macérat huileux et en fleurs cristallisées sucrées, en B2B et en B2C. Ok, d'accord. Et je produis sur un espace en micro-ferme de 1000 m² plus 5500 m² en bio dans une forêt que je transforme en système agroforesterie pour pouvoir y cultiver du houblon. Ok, très intéressant. Avec ce double aspect grand public et professionnel. Ce n'est pas les stratégies les plus simples. Vous êtes lancé dans un beau projet. Effectivement, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en considération pour déployer l'activité. Vous en êtes tout là sur le déploiement de l'activité, du coup? Vous commencez à commercialiser ou pas du tout? Alors, je fais ma première fête des plantes à Châtellerault, au salon Talent de Femmes.
Je commercialise pas encore parce que j'ai pas assez de stock. Là, je suis dans les demandes de subventions pour pouvoir créer un séchoir, notamment, et un labo pour pouvoir transformer mes végétaux dans les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ok, ça marche. Et voilà, typiquement, c'est dans notre fameuse roue que je présentais tout à l'heure, ça ne marche plus. C'est la partie événement auquel vous participez qui peut commencer à vous apporter de la notoriété et puis commencer à construire un petit fichier client prospect, on va dire. Super. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres personnes à distance? Je pense que oui, mais... Bon, sinon, c'est pas grave. Hein. On s'est présenté nous, mais à la limite, peut-être faire un tour pour que tout le monde nous entende. Moi, je suis chargée de com pour l'Orchestre de chant de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je ne suis pas entrepreneur, parce que c'est une structure qui a plus de 40 ans, donc avec déjà des habitudes de communication installées depuis les années 80. Et c'est toujours intéressant de re-questionner ces habitudes-là. Je travaille beaucoup avec la presse, avec la création de communautés. C'est un peu compliqué. Je pense que ce qui va nous manquer maintenant, c'est plutôt de la publicité en ligne, etc. Oui, effectivement. Du coup, vous vous adressez, c'est une structure que je ne connais pas bien, vous vous adressez et à du grand public et à du professionnel? On ne s'adresse pas à des professionnels, en fait, on s'adresse directement à notre public. Ok. L'idée, c'est que les gens viennent au concert. Donc, on a l'avantage que ce soit un public plutôt étudié, donc avec des cibles assez balisées. Et puis on travaille beaucoup. Nous, on n'a pas de salle, on n'a pas notre propre salle, donc on a l'avantage de s'appuyer beaucoup sur la communication des salles qui nous accueillent et de nos diffuseurs. Qui sont, qu'on pourrait en quelque sorte considérer comme étant les partenaires à chaque concert, entre guillemets. Mais effectivement, la création de communauté, ça me paraît être un peu une évidence, qui est plus facile à construire. Hein. Évidemment, ça met du temps, en règle générale, à se construire. Mais ça me paraît être une évidence. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir éventuellement ce qu'on appelle le spectre du marketing viral, publicité en ligne, où vous faites la promotion de concerts pour augmenter la fréquentation. Et effectivement, après, suivant le budget, parce que ça reste des coûts qui peuvent être un peu conséquents, de la publicité en ligne pour faire la promotion des événements. Ça peut être pas mal. Okay. Voilà. Donc, ICASMET, donc j'ai ma société s'appelle ICAP Service. Donc, je fais de la programmation. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la partie fonctionnelle, notamment les persona UX design. Et donc, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'informatique. Et je me suis lancé il y a 2 ans parce que je voudrais me lancer plus dans des projets, tout ce qui est lié justement au bio, l'écologie, l'éducation. J'ai travaillé pour le ministère de la Culture aussi, etc. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui, là, je termine mon site. Et du coup, des idées de communication, c'est justement de créer des articles de blog. Donc ça, c'est un. Après aussi, prendre des rendez-vous directement sur mon site, par calendrier, certains outils. Voilà. Mais c'est vraiment vers ça que je veux aller. Okay. Et du coup, vous adressez votre activité en direct auprès de vos clients. Vous n'avez pas une stratégie potentiellement de partenariat où finalement des personnes pourraient aussi vendre pour votre compte vos services? Pas pour l'instant, pourquoi pas. Ouais. Après, moi, j'ai quelques contacts dans des ESN, dans des sociétés de services. Mais je n'ai pas encore vraiment ces contacts-là, mais ce serait super que ça se fasse. Ça peut être un axe intéressant, je pense. Ouais. Pour le coup, on a des partenaires à l'agence qui n'ont pas tout à fait le même positionnement et qui ont déployé, en fait, qui se sont mis à disposition. Ils adressent peu de clients finalement en direct. Ils ont soit un public B2B, ils s'adressent à des entreprises, mais ils ont peu de clients en direct, mais ils ont déployé une stratégie où ils travaillent pour le compte de sociétés tierces qui, en fait, leur permet de bénéficier d'un réseau de clientèle élargi, puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller prospecter, ça leur arrive. Ils deviennent un peu essentiels pour les agences pour lesquelles ils travaillent, les sociétés pour lesquelles ils travaillent dans l'univers du développement informatique aussi, c'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, voilà, ils ont un positionnement à disposition de sociétés et d'agences qui
n'ont pas vocation à internaliser une compétence particulière pour X raisons, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de projets, parce que ce n'est pas le cœur de leur activité, mais ils en ont quand même besoin. Et du coup, voilà, ils ont réussi à construire un très gros réseau comme ça. Et puis, voilà, ils viennent de recruter encore 2 nouvelles personnes, là, parce qu'ils ont tellement de demandes qu'ils ont pas le choix. Donc, ça peut être un axe intéressant. Bon, ça se construit dans le temps, hein. Ils n'ont pas fait ça. Rome ne se construit pas en un jour, ils n'ont pas fait ça en un jour. Mais voilà, ça peut être intéressant. Super. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est Owen et je suis vraiment au tout début de mon projet. C'est vraiment stabilité. C'est la meilleure période. La communauté là-dessus. Voilà. C'est pas mal boulot. Donc, l'idée, c'est de faire un charbon à destination agricole. OK. Donc, c'est de la matière végétale qu'on chauffe entre 600 à 700 degrés. OK. Ça devient une matière très poreuse qui peut abriter la vie organique, biologique. OK. Et une grosse capacité de rétention d'eau aussi. Donc, l'idée, c'est de faire ça un peu à petite échelle, voilà, dans des formes artisanaux. OK. Et du coup, l'usage final pour vos futurs clients, c'est quoi? C'est plus pour les particuliers. Les particuliers et les exploitations maraîchage. OK, d'accord. OK. J'ai jamais entendu ça. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui se fait au Canada et aux OK. États-Unis. Ouais, très peu ici. Ouais. Même là-bas, ça commence à se développer. OK, ouais. Ça marche. Donc, et là, vu qu'il y a assez de recherches scientifiques là-dessus, des universitaires, donc je pense que c'est le bon moment pour se lancer là-dedans. Ouais. Voilà. OK, ouais. Et du coup, donc là, vous êtes plutôt. Enfin, je n'en ai pas trop parlé là aujourd'hui. C'est vrai que j'avais d'autres interventions, j'en parlais un peu plus, mais effectivement, en fait, il y a 2 stratégies à concevoir en tant que porteur de projet. Il y a la partie stratégie d'entreprise, avec votre business plan, votre business model, et la partie communication, stratégie de communication qui s'intègre là-dedans. Enfin, nous, c'est ce qu'on recommande toujours. Il n'y a rien de pire que de dire, OK, j'ai construit ma stratégie d'entreprise, et après, je pense à la com. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire finalement. Mais effectivement, en démarrage d'activité, bon là, il faut construire le modèle économique final, mais même à cette étape-là, on peut commencer à essayer de se créer un peu de notoriété. Vous parliez tout à l'heure d'articles ou des choses comme ça. C'est un sujet où il y a de la recherche, il y a de la documentation qui commence à se construire. Ça peut être aussi l'occasion de prendre la parole en tant que référent sur le sujet, pour, même avant d'avoir quelque chose à vendre ou à proposer, et ben, se créer un nom finalement autour de tout ça. Top. S'il y a d'autres. Est-ce que Nelly est revenue? Ou son micro est revenu? Non. On n'a plus que 3 personnes dans... Il y en a 6? Ok. Quelqu'un d'autre veut peut-être se présenter rapidement? Sinon, on va pas entendre. Non, ok. Du coup, sur votre sujet, effectivement, c'est une structure qui est ancienne. Vous êtes combien dans le service com? Vous êtes toute seule? Ah, je suis toute seule. Oui, vous êtes toute seule. Ouais. Ça marche. Et tout ce qu'il y a, les cibles, bien compris, elles étaient ultra définies en termes d'objectifs de communication. Vous parliez tout à l'heure de vente de places de concert. Il y a quoi comme objectif tierce auquel vous avez peut-être déjà réfléchi? Il y a un enjeu politique parce que les orchestres fonctionnent beaucoup avec des subventions, donc, enfin que avec des subventions. Donc il faut aussi montrer toutes les actions culturelles et tout ce qui émane des institutions qui nous financent. Je ne sais pas trop si c'est un objectif. Ouais, c'est à prendre dans ce type de structure-là, dans ce type de structure-là, c'est à prendre en considération effectivement. Tout ce qui est semi-public, entre guillemets, à un moment donné, oui, il faut le prendre en compte. Et ça peut faire partie. Alors, c'est à la fois la dimension, entre guillemets, rendre des comptes, voilà, mais c'est aussi la dimension notoriété autour de votre structure, puisque des collectivités, des choses comme ça, peuvent porter la parole aussi de la structure et vous donner de la visibilité et derrière être devenir des partenaires. Voilà, c'est ça. Exactement. De développer ça aussi parce qu'on avait peu de contacts en termes de communication et c'est dommage pour des structures qui peuvent nous financer. Donc, ça a aussi un levier justement à activer de reprendre le contact avec ces structures-là du point de vue de la communication. Ok, ça marche. Donc ça, les places, ok. Ça, et puis
Et puis la notoriété de la structure qui est implantée à Poitiers depuis 40 ans et peu de gens le savent. Et donc, c'est quelque chose, c'est important du point de vue local aussi d'asseoir. Là, il y a des choses intéressantes qui pourraient, alors je ne connais pas les locaux physiques, mais sur cette stratégie de finalement rendre accessible et le faire connaître en local, il y a des choses qui sont intéressantes sur l'organisation de journée, type un peu journée porte ouverte, des choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi pour accroître la visibilité de la structure. Oui, mais ça, on en aurait beaucoup. Et puis, notamment, en incluant le Covid s'y prête pas trop, mais il y a ça, il y a le fait qu'on n'ait pas de salle aussi. Donc, on est contributeur des salles des théâtres. Et on est résident en TAP, mais c'est pas notre salle à nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et ça rend tout de suite toutes les complications. C'est sûr. mais c'est sûr que on sait que c'est quelque chose d'important. Et la forme juridique, du coup, c'est quoi? C'est une association. C'est une association aussi. Ok. Et c'est compliqué aussi au niveau des outils de mesure. Donc ça m'intéressait cette partie-là parce que les gens ils réservent les places sur les théâtres et nous on va sur 10 théâtres différents par mois. Et c'est tout un parcours du combattant pour centraliser le nombre de places vendues sur des jauges qui ne sont pas tout le temps les mêmes. En fait, on a des outils de mesure très très précis sur tout ce qui est mailing, sur tout ce qui est site internet, réseaux sociaux. Et puis, par contre, les résultats, si on voit si une salle elle est pleine ou pas, mais ils n'arrivent pas tout de suite. Et puis vous ne savez peut-être pas, parce que prenons l'exemple d'un spectacle X ou Y, vous ne savez peut-être pas si finalement ça vient à travers la communication que vous avez déployée ou si c'est parce que peut-être qu'elles ont déployé d'autres moyens de communiquer. Oui, en plus, ce n'est pas nous. Oui, je réponds, c'est pas ça, c'est que les salles sont les premières à communiquer sur leur spectacle. C'est une communication des secondaires. C'est du relais, c'est pour ça même peut-être que l'objectif de notoriété de l'orchestre est prioritaire par rapport à celui de vente de billets, parce que nous, on ne vend pas de billets, en fait. En fait, vous faites le relais de... C'est ça, auprès de notre communauté. Ok. Ah oui, et après, ça c'est à partir du business model, mais vous n'avez pas de... Vous ne vendez pas, mais vous faites le relais, mais du coup, si un internaute X ou Y qui passe par votre site arrive sur le site du spectacle concerné, de la salle concernée, vous n'avez aucun système de... Si, mais du coup, nous, on a notre site qui reprend chaque spectacle avec un bouton réservé, et le bouton réservé bascule sur la billetterie du théâtre concerné. Et après, il y a un système de tracking qui est mis en place. Non, même pas. Du coup, ça pourrait être intéressant. C'est faisable, ça. Avec Google Analytics, les tags, etc. C'est-à-dire de voir les personnes qui cliquent sur ça. C'est ça, en fait, ce qu'il faudrait réussir à avoir. Alors, aussi, voire même mieux que moi, parce que je ne suis pas développeuse, je suis chef de projet, donc je connais la mécanique, mais après, je ne la mets pas en place. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir, mais ça nécessite d'avoir accès aussi aux statistiques de l'autre côté, ou que eux nous transmettent des infos, mais c'est de savoir combien de personnes ont cliqué chez vous et sont atterrées à un autre endroit pour pouvoir traquer ça et derrière avoir les résultats un peu précis de cette stratégie. Après, le truc, c'est qu'on sait que nous, on remplit les salles de manière minime par rapport à la communication que déploient les théâtres. Parce que c'est sur toute la Nouvelle-Aquitaine, et du coup, nous, on a moins de champs d'action sur des gens qui ne font pas partie de notre communauté à nous, alors que les théâtres vont avoir une communauté très locale, et c'est cette communauté-là qui achète. Donc finalement, c'est pas grave de ne pas avoir cette statistique. Effectivement, c'est là où vous disiez que le gros enjeu maintenant, c'est peut-être la partie création de communauté, consolidation de cette communauté. Et notoriété. Vous êtes présent sur quoi comme réseaux sociaux? Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Avec à chaque fois une stratégie bien définie derrière. Pas du tout. Voilà. Non, mais on se rend compte des enjeux propres à chaque fois. Mais ça évolue tout le temps. Oui, bien évidemment. Non, mais c'est vrai que, alors, je parlais tout à l'heure de stratégie de communication globale, mais en fait, derrière une plaquette papier, par exemple, je prends l'exemple le plus facile, il n'y a pas de stratégie en tant que telle, si ce n'est qu'elle soit bien foutue en termes de contenu, en termes de visuel pour attirer l'œil, mais derrière les réseaux sociaux, il y a une vraie stratégie de réseaux sociaux à mettre en place parce que les enjeux, finalement, sont
sont attachés aux enjeux de la stratégie de communication, mais ils sont un peu différents parce qu'il faut comprendre la mécanique des réseaux sociaux et il faut savoir parler à nos communautés et savoir ce qui les intéresse. Donc voilà, c'est effectivement. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on est forcément sur une cible âgée, donc pas vieillissante, mais âgée. Ouais. Marche. Et puis là, bon, évidemment, on se pose par exemple la question de TikTok. Et on sait qu'on ne va pas avoir d'écho tout de suite. Donc, en fait, il faut le faire maintenant pour avoir un écho dans 20 ans. C'est du super long terme. C'est compliqué. Alors, sur la partie réseaux sociaux, pour le coup, je vous parlais de deux structures au tout début, l'agence MBA et Superfood. Superfood est spécialisée là-dedans. Ils ont 3 cœurs de métier, l'influence, le social media, social ads et la partie brand content, création de contenu. Et nous, ce qu'on recommande, parce qu'on en a pas mal de clients, je veux être et sur Facebook, et sur Instagram, et sur LinkedIn, et sur tous les réseaux. Et en fait, quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous allez, quelle communauté vous allez animer, et qu'est-ce que vous allez raconter de différent, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, bien souvent, on n'a pas la réponse. On les accompagne, mais des fois, on leur dit, mais vous ne démultipliez pas en termes de présence, parce que derrière, il y a aussi des ressources à allouer autour de tout ça, que ce soit des ressources financières et humaines. Et l'enjeu, ce n'est pas forcément d'être présent partout, parce que ce n'est pas parce que vous êtes présent partout que vous aurez plus de visibilité. Il faut savoir choisir les bons leviers pour, au regard de ces ressources, pour être présent. Mais on peut aussi être présent partout et distiller les prises de parole et en fait ne pas du tout être visible et audible. Donc ça, c'est intéressant et c'est là où je disais, ça ne sert à rien de déployer tout un tas d'outils au tout début et de se lancer en faisant une super stratégie de communication avec plein d'outils si on n'arrive pas à les maintenir derrière. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore du monde. A priori, oui, mais... Ouais, ok, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions, choses à soumettre? Je ne sais pas. Au niveau des outils de tunnel de vente, quels seraient les bons outils on va prendre mon exemple. Pour amener, par exemple, moi en fait, je commence à me spécialiser dans tout ce qui est site web, éco-conception, etc. Ouais, parce que c'est des thèmes vraiment qui m'intéressent par rapport à l'optimisation. Voilà, pour l'instant, j'ai la partie blog pour communiquer et pas l'envie. En fait, mon problème pour l'instant, c'est j'arrive à avoir des prospects, mais je n'arrive pas à finaliser le truc. À les convertir du coup. À les convertir, et c'est un peu pas faible. Je sais pas vous avez une idée de pourquoi vous n'arrivez pas à les convertir aujourd'hui? Souvent, c'est oui, j'ai un projet, mais du coup, 4 mois, j'aurai peut-être une possibilité. Donc, qu'est-ce que je fais après pour les relancer? Qu'est-ce que je fais après pour les convaincre, etc. Ok, ouais. Alors, c'est vrai que un lancement d'activité, c'est toujours compliqué de se dire les clients vont tout de suite acheter, parce que finalement, vous voyez, ça ne fait pas trop ce qu'ils achètent entre nous, ça, c'est sûr. Hormis votre compétence et votre parole, sinon ils ne savent pas. Donc après, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Vous disiez que vous aviez derrière une expérience de quelques années quand même. Donc il y a des choses au-delà du blog qui peuvent être intéressantes sur la mise en place de références clients, de témoignages, même si ce n'est pas lié à votre activité d'aujourd'hui que vous êtes en train de déployer. C'est autant d'éléments de réassurance auprès de vos prospects et de vos clients potentiels qui peuvent leur permettre de passer à l'acte d'achat. Donc ça peut être un premier point en termes de contenu. Après, malheureusement, l'activité que vous exercez, elle est formidable parce que nous, on est engagés aussi là-dessus. Mais derrière, il y en a plein qui le font. Donc, c'est aussi comment réussir à se battre pour obtenir un peu la première place. Donc, ça peut être des tests aussi. Alors, le réseau social le plus approprié pour vous, ce serait sûrement LinkedIn. Le truc, c'est qu'il coûte cher en termes d'acquisition payante sur de la publicité. Mais ça pourrait être des premiers tests où vous investissez un budget publicitaire avec une petite publicité qui tourne auprès d'une audience bien définie, puis vous voyez comment ça répond. Ça, le blog, vous en avez parlé. Et puis après, il y a un truc qui est essentiel pour vous, c'est le réseau. Voilà. Il ne faut pas hésiter à participer à des événements, à tenter de déployer votre réseau. Alors, vous ne trouverez peut-être pas des clients directs dans ces réseaux, mais vous trouverez autant de personnes qui peuvent être intéressées ou autant de personnes qui peuvent derrière vous recommander. Et donc ça, forcément, derrière, ça peut accroître la visibilité et donc intéresser les gens et convertir.
Donc ça, c'est des choses, en démarrage d'activité, comme ça, c'est des choses sur lesquelles ça peut être intéressant. Miser sur la partie contenu pour finalement travailler le référencement naturel et rassurer les prospects et clients potentiels. Travailler votre réseau, parce qu'en plus, vous avez déjà exercé depuis pas mal d'années, mais continuer à le consolider. Et puis tester un petit peu d'acquisition payante, ça peut être intéressant. Voilà. Mais la partie partenariat, ça peut être intéressant aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Top. Et donc, vous, donc, plutôt, on est en phase de définition de la stratégie d'entreprise, on va dire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des techniques pour justement commercialiser votre technologie, je toute partie technologique, le produit ou le service, là, dans ces cas-là? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette partie-là? Comment vous allez réussir à toucher vos cibles? Pas vraiment, oui. Ok, ouais. Ça marche. Je suis dit à faire des expositions, aller voir directement les petits marchés. Faire le marché directement. Ouais, bah là, oui, ça va être une stratégie de terrain. Clairement, je pense que. Et puis, en plus, ce profil-là de public, ils ne sont pas ultra connectés. Enfin, il faut aller les capter là où ils sont. Hein. Donc, clairement, c'est sur les marchés. Ah, ça, c'est clair. Donc là, ça peut être des choses intéressantes. Vous voyez, là, le cas typique, il n'y a pas besoin tout de suite d'avoir un site internet, etc., etc. Mais ça peut plutôt être des petits outils pratiques qui sont à déposer, à donner à vos clients sur les marchés qui sont faciles. Là-dessus, il faut penser à ce que ce soit facile à rentrer dans une poche, dans un sac, dans un camion. Voilà, il ne faut pas essayer de déployer n'importe quoi ou de gros outils, ça ne sert à rien. Je pense que déjà, c'est commencer à prospecter un peu comme ça en allant sur le terrain et puis à laisser une petite trace finalement de vous, de votre activité, pour que derrière, ils puissent se souvenir. Ça peut être déjà un premier... Ça paraît tout bête, mais, mais c'est essentiel. Je ne sais pas qui aurait une idée. Ah bah, okay. Bon, moi j'ai le temps, mais je ne sais pas si... Peut-être Louise, je ne sais pas si vous avez sur la partie association une question particulière. Nous, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est donc une tête de réseau. Et donc, voilà, l'objectif de communication principal, ça va être de valoriser nos adhérents, parce que la plupart des structures, donc, en fait, elles n'ont pas de personnes dédiées à la communication. Donc, je me retrouve un peu à être chargée de communication mutualisée pour toutes les structures. Et c'est vrai que là, on commence petit à petit à définir voilà, des objectifs, à mettre en face les outils, les actions, mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Il y a, alors, je ne vais pas forcément répondre sur une partie outils à proprement parler, mais dans ce genre de structure, en tant que chargé de com mutualisé, hein, c'est un très bon terme, il y a des choses intéressantes à mettre en place en termes de méthodologie avec les adhérents sur des sessions de travail collaboratif, de workshop. Et en fait, ça peut vous permettre de trouver, on va dire, un peu des tendances pour l'ensemble de vos adhérents et mutualiser derrière le déploiement d'outils X ou Y. Ça peut être intéressant. Déjà, dans un premier temps, pour commencer. Oui. Bien, ouais. D'accord, merci. En fait, l'idée, c'est de co-construire la stratégie avec les adhérents, hein, finalement, dans votre cas. Ça va vraiment être top. C'est Nolwenn, tout à l'heure, je crois, qui a pris la parole. Oui. Est-ce que vous n'aviez pas une question particulière ou un cas à soumettre, peut-être, des choses que vous avez envisagées? Merci à vous. Alors, à l'instant, pour être tout à fait honnête, j'étais en train de sortir mon petit du lit. Donc, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pas de souci. Là, je disais par rapport à votre activité, vous, je ne sais pas, vous avez peut-être une interrogation particulière, des choses que vous avez envisagées et pas encore mis en place, ou à l'inverse, des choses que vous avez testées en termes de communication, des outils de communication? Alors, moi, en termes de communication, j'utilise Instagram parce que c'est ce qui est le plus fluide pour moi en termes de transmission et de pédagogie. Après, en termes de communication, j'ai enseigné pendant 7 ans dans un lycée agricole du 86 en tant que prof de botanique et de plantes médicinales. Donc, la communication, elle passe aussi par le fait que je continue à faire des interventions extérieures en lycée agricole dans ce domaine-là des plantes médicinales. Ouais, okay. Mais ouais. sinon, à part Facebook et Instagram, je n'ai pas d'autres
d'autres éléments de communication. Attends, Hélène, je finis par là. Bonjour. C'est pas facile. Ah non, j'ai connu ça il n'y a pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Faire les vidéos. Voilà, donc, s'il te plaît. Donc, en termes de communication, j'en suis plutôt là. Je n'ai pas particulièrement avancé, mais voilà, sinon, dans le milieu agricole, c'est plutôt les salons qui font qu'on gagne en visibilité et évidemment les prospects. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, vous êtes sur un marché de niche, donc effectivement, ça va Oui. pas être des très grands outils à déployer, etc., mais ça va être des stratégies assez précises pour aller pointer des acteurs en particulier. Ben, ce seront des entretiens empathiques. Ouais, je vois bien. Ok. En plus, c'est l'heure de manger, là. Hein. Ouais, ben non, ça y est, ça s'est fait. Là, c'était l'heure de la sieste, mais c'était un échec total. Bon après-midi. Oui. Merci, ça va être sympa. C'est pas le moment de prospecter. Bon, top. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions particulières. Je suis à dispo. Mais... En tout cas, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre en termes d'éléments qui me paraissaient essentiels. C'est toujours compliqué en un temps un peu restreint, parce qu'en fait, on pourrait parler des heures de chaque projet et tester. Voilà, mais voilà, ça donne des premières idées déjà. Et puis, ça permet. Moi, l'enjeu, c'est vraiment de transmettre le fait de bien structurer sa pensée et pas de se dire je veux une plaquette pour faire une plaquette. Nous, on a trop de clients qui arrivent comme ça à l'agence en disant je veux une plaquette. Ok, d'accord. Pourquoi vous voulez une plaquette? Pourquoi qui? Et en fait, quand tu réfléchis, c'est pas du tout une plaquette qu'il leur faut, c'est je sais pas quoi, n'importe quoi d'ailleurs. Mais et des fois, ils n'ont même pas besoin de plaquette, ça nous est déjà arrivé de dire mais vous n'avez pas besoin de nous en fait. Pourquoi vous voulez un outil? Bah oui, mais vous n'avez pas besoin de nous. Vous construisez votre stratégie que sur la base, je ne sais pas moi, de partenariats, d'événements. Besoin de. Voilà, vous n'avez pas besoin de nous. Vous êtes déjà arrivé. C'est pas souvent, mais vous êtes déjà arrivé. C'est compliqué de remettre en question. Enfin, moi, je sais qu'il y a des choses qu'on fait parce que ça fait 40 ans qu'on les fait. Et il y a des choses qui sont difficiles à mesurer. Il y a une campagne d'affichage, comment on le mesure. Alors, les campagnes d'affichage, il n'y a pas de réponse. Comment on le mesure, on ne peut pas. Une campagne d'affichage, il n'y a pas d'outil de mesure. Ils vont pouvoir vous dire, les afficheurs, oui, on a tant de personnes qui passent devant notre panneau, mais ils n'ont jamais quelqu'un qui a un compteur en train de savoir combien de personnes passent. Donc, c'est des tendances, c'est des études par rapport à ça. Dans tous les cas, à travers une campagne d'affichage, on ne va pas aller. Ce qu'on va chercher, c'est de la notoriété, de la visibilité. On ne va pas aller chercher des statistiques très précises. Après, il y a quand même un truc auquel je viens de penser qui peut être intéressant dans votre cas pour mesurer. Comment finalement les gens vous ont connu, c'est tout simplement poser la question quand vous êtes en contact. Alors je ne sais pas comment vous êtes en contact, hormis la partie site internet, vous avez peut-être des appels entrants, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, il y a une question toute bête, on y pense assez peu, mais c'est de savoir comment on vous a connu. Et c'est une sorte de mini-étude, une mini-enquête finalement, mais juste, voilà, vous avez votre conversation téléphonique avec la personne et à la fin, comment vous avez connu. Et ça vous permet d'un peu traquer tout ça et puis de construire une sorte de référentiel. Et je ne sais pas, moi, si vous menez une campagne d'affichage et que dans les mois qui suivent, vous savez faire part, les gens vous disent j'ai vu une affiche et voilà, je vous appelle, vous savez que ça peut fonctionner quand même. C'est le seul moyen sur l'affichage de mesurer ça, mais même sur la partie annonce presse d'ailleurs. C'est le seul moyen, malheureusement, sous cette dimension offline, de mesurer quoi que ce soit. Donc, après, il peut y avoir. Au-delà des conversations téléphoniques, il peut y avoir une petite enquête qui est menée. Ça, c'est assez facile à mettre en place. Vous avez une base de données, une petite enquête qui est menée. Ça peut être une petite pop-up sur le site internet quand la personne arrive avec une ou deux questions. Ça, c'est un peu plus intrusif. Je ne suis jamais très fan. Mais voilà, si à un moment donné, vous voulez savoir faire une sorte de mini-étude de notoriété, c'est des outils qui peuvent être mis en place. Voilà, pour moi. En tout cas, j'espère que ça vous a un peu éclairé et donné des idées. C'est l'objectif. C'est l'objectif, que ce soit un tout nouveau projet ou un projet un peu plus ancien. Faire un peu plus de bouteilles, c'est toujours bien de se questionner. On a pour habitude de dire, sur un site internet, au-delà du fait que techniquement il peut devenir obsolète, on a pour habitude de dire que c'est bien de renouveler à peu près tous les 5 ans. Alors, pas dans son intégralité, on ne parle pas d'une refonte complète, mais voilà, tous les 5 ans de renouveler un petit peu sa stratégie, même si on l'a fait courir sur le long terme. Et puis, en fait, une stratégie de communication, c'est presque tous les ans qu'il faut se poser la question de où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit déployer, et quels sont nos objectifs. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Parce que la vie de la société évolue et les objectifs évoluent aussi au gré de la vie d'entreprise.
Et donc ça, c'est vraiment pas mal de se reposer les questions. Et puis voilà, après, suivant si on travaille en équipe ou pas, bon, bah, faut se nourrir de ça aussi. Puis pas mal de veille, de benchmark sur tout ce qui est fait. Ça, c'est forcément intéressant, parce que si les autres le font, potentiellement, ça peut marcher. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut rester en alerte. Hein. C'est de la veille sur le secteur. Donc,